On est presque associé avant l'heure. Chaque collaborateur est maître de son parcours. Si tu souhaites travailler beaucoup, tu peux. Si tu souhaites travailler un peu moins, tu peux aussi. Donc ça, c'est le grade de junior. C'est le grade de junior. On est passé en France, de 15 personnes en 2018 à 250 aujourd'hui. L'idée, c'est d'aider à sécuriser une transaction, rassurer les investisseurs sur les chiffres, leur permettre de comprendre la nature de l'actif, ses zones de risque, ses points forts. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous, on fait pas du tout d'audit. On est un pur player du conseil. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazard et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en corporate finance, finance de marché et conseil en stratégie et management. Je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième saison du Career Insight, le podcast créé par Training You pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces domaines. Si vous cherchez un stage ou un CDI, ou si vous êtes simplement curieux d'en savoir plus sur ces métiers, le podcast est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour Cédric. Bonjour Guillaume. Cédric, tu es Managing Director chez Alvarez & Marsal dans l'équipe Global Transaction Advisory Group. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour partager ton parcours dans le Career Insight. Merci Guillaume. Première question toujours très générale, peux-tu revenir sur ton parcours ? Alors oui, si tu veux, j'ai commencé à travailler en 2006 chez EY, à l'époque ça s'appelait Ernst & Young, en audit. J'ai eu un démarrage assez classique en fait. Tu commençais à l'époque en audit et puis quand tu te débrouillais pas trop mal, si tu voulais faire un peu de M&A, tu passais en transaction services, mais il fallait déjà faire ses preuves en audit. Donc au bout de 2 ans, j'ai fait une demande de transfert. Et au même moment, un cabinet concurrent, que je ne citerai pas, Eight Advisory, s'est créé avec les anciens d'EY. Donc, je suis directement allé chez Eight Advisory pour apprendre le métier. Et je suis resté une bonne année, une année et demie. Et derrière, je suis retourné en Big Four, chez Deloitte, pour pas mal de raisons, personnelles et professionnelles. Et je suis resté une dizaine d'années, dont 5 ans aux États-Unis. Donc de 2015 à 2020, je suis parti en expatriation aux États-Unis, à Miami, où je faisais partie d'une équipe qui conseillait essentiellement les grands groupes français dans leurs opérations aux États-Unis. Et puis donc ça c'était pendant aussi le Covid. Je suis resté 5 ans, je me suis marié, j'ai eu mes enfants là-bas. Et en 2020, on a décidé avec mon épouse de rentrer en France. Et au même moment, si tu veux, le décollage d'A&M se faisait à Paris. A&M, qui est une firme américaine, a toujours existé via un petit bureau à Paris, mais de quelques personnes. Et en 2018, ils ont vraiment commencé à s'intéresser au marché français et à recruter un certain nombre d'associés assez successful dans le métier, évidemment que je connaissais très bien. Donc j'ai décidé de rejoindre l'aventure en 2020, entrant directement des États-Unis chez A&M. On va revenir évidemment sur tout ça, mais je commence par les débuts. Quand as-tu découvert l'univers de la corporate finance ? Alors c'est une bonne question. Assez tard, quand même. Je pense que je m'intéressais assez jeune au commerce, aux affaires en général, et je pense que ça devait être vers mes dernières années de lycée. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait un métier qui permettait à la fois de côtoyer des entrepreneurs, de toucher à de la technique financière, et puis d'être dans des opérations assez intenses, plutôt en mode projet, avec un challenge en fait, des challenges. Il y a évidemment dans tous les métiers il y a du challenge, mais c'est quand même des formats assez courts, assez intenses, où il y a beaucoup de technicité, beaucoup d'intelligence, avec un tempo. Ça m'intéressait. Et donc, oui, c'est à partir de là que j'ai commencé à regarder un peu les options qui se profilaient de manière plus ou moins intense. C'est-à-dire qu'en fait, tu regardes toutes les options. Évidemment, tu as toujours un choix 2, un choix 3, et puis le choix, disons, mature au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qui t'a plu, du coup, par rapport à d'autres options dans la corporate finance, l'audit, l'ETS, on y viendra après? Alors déjà, je savais que je voulais faire de la finance. La question c'était, est-ce que je voulais faire de la finance de marché ou du corporate finance? La finance de marché, il y a aussi beaucoup de techniques financières.
Ce qui me plaisait peut-être un peu moins, c'est le fait d'être dans un système, si tu veux, parce que quand t'es sur un floor, il y a beaucoup d'excitation, etc. Mais disons que moi, ce que je voulais, c'était voir les entrepreneurs, voir les créateurs d'entreprise, voir les dirigeants d'entreprise. Donc très très vite, je me suis focalisé là-dessus. Alors après tes études, tu débutes ta carrière en audit chez EY, où tu vas rester presque 3 ans. Concrètement, d'abord, c'est quoi l'audit? Alors, l'audit, alors c'est aussi une très bonne question parce qu'il y a pas mal de confusion, surtout aujourd'hui, entre qu'est-ce que la due diligence, qu'est-ce que l'audit. L'audit, je dirais, consiste à mener un certain nombre de procédures sur les comptes d'une entreprise pour savoir si les chiffres sont fiables. Donc c'est vraiment un exercice de vérification des chiffres. Et si je peux faire le parallèle tout de suite avec la due diligence, en due diligence, on n'est pas là pour vérifier les chiffres, on est là pour comprendre ce qu'il y a derrière les chiffres, comprendre la dynamique d'une entreprise dans le cadre d'une opération de M&A. Où est-ce qu'elle se situe en termes de maturité, en termes de résultats financiers? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour un investisseur ou un vendeur dans le cadre d'un deal? Pourquoi c'est important de vérifier les chiffres d'une société et à quoi sert l'auditeur? Alors, l'auditeur, c'est un garant. C'est un garant pour tout investisseur. Quand un investisseur regarde les comptes d'une entreprise, il a besoin aussi de quelqu'un qui est là pour dire j'ai regardé et effectivement les chiffres qui vous sont donnés sont fiables. Et c'est aussi simple que ça. Il y a tout un organisme, évidemment, la SEC aux États-Unis, l'AMF en France, qui régule les marchés financiers, et l'audit est un élément crucial ou critique dans tout cet environnement. Tu peux donner une mission un peu précise qu'un auditeur junior fait quand il est dans un cabinet comme EY? Alors ça remonte un peu, hein, ça va pas faire 20 ans, mais pas loin. Alors il y a 2 phases dans l'audit. Tu as une phase intérimaire où tu viens dans l'entreprise et tu essaies de comprendre quels sont les processus qui existent pour éviter la fraude, pour faire des clôtures comme il se doit. Et tu commences à discuter et avoir un état des lieux de la fonction financière et des opérations, comprendre là où tu mets les pieds. Et tu as une deuxième phase qui est plus chiffrée, je dirais, où là, on regarde vraiment la clôture des comptes. Donc, une entreprise, typiquement, qui va clôturer ses comptes au 31 décembre de l'année. Tu as l'équipe d'audit qui va généralement venir en janvier, février. C'est là où la saison d'audit est la plus intense. Et donc, on va mener un certain nombre de vérifications en demandant à la comptabilité de nous sortir les chiffres, faire la clôture comptable, et on va faire quasiment du tick and tile et de la réconciliation. Donc je vais prendre par exemple, si la société me donne son chiffre d'affaires, je vais faire un certain nombre de procédures sur les factures pour vérifier qu'elles sont correctes, qu'elles ont bien été enregistrées, qu'elles sont réelles. Et tu as tout un tas de procédures de la même nature sur différents postes. Ça peut être le compte bancaire, ça peut être tout un tas de choses. Et les juniors sont souvent amenés au départ à faire des tâches qui en elles-mêmes ne donnent pas l'impression d'être très très importantes, mais en fait sont absolument cruciales. Beaucoup de réconciliation, travail de réconciliation entre différents documents. C'est souvent comme ça qu'on découvre des incohérences et des erreurs. Le cabinet d'audit recrute beaucoup chaque année. Pourquoi à l'époque tu avais souhaité débuter ta carrière en audit? Alors à mon époque, avant que les banques d'affaires de Trust, la marketplace, j'ai envie de dire, l'audit avec Andersen, qui était un grand cabinet, était une des voies royales quand on sortait d'école de commerce et qu'on voulait faire un métier financier au sens privé, pas finance de marché, mais finance d'entreprise, j'ai envie de dire. C'était un métier qui était comme ça reste un métier qui est quand même assez riche. Hein, on touche à plein de sujets dans l'entreprise. On est dans les chiffres, mais on est surtout dans ce qu'il y a derrière les chiffres aussi. Et donc c'était les Big Four. Rejoindre les Big Four à l'époque, c'était quand même avoir une signature sur son CV et une employabilité. Et c'est là-dessus qui travaille évidemment, qui était absolument valorisable pour la suite. Donc c'était un choix à la fois réfléchi et en même temps naturel. Alors après cette période de 3 ans en audit chez EY, tu rejoins Eight Advisory d'abord pour 1 an, puis Deloitte, un autre Big Four, pour 9 ans, et pour faire du Transaction Services. Pourquoi ces choix? Alors,
au bout des 2-3 ans d'audit, qui est un peu le premier cycle qu'on fait en audit. Moi, je savais que j'allais pas rester en audit. Par contre, j'essayais de performer justement pour me préparer pour la suite. Et donc, quand j'ai souhaité faire ce move-là, j'ai eu la chance de tomber à un moment où 8 Advisory se crée, qui est quand même une belle aventure. Hein, je cache rien. Ce sont des gens qui m'ont accueilli les bras ouverts et qui m'ont formé, très très bien formé d'ailleurs à l'époque. Et donc j'arrivais dans un environnement aussi plaisant parce que c'était, si tu veux, c'était un peu les vétérans de l'industrie qui créaient une nouvelle marque. Donc il y a tout ce côté exaltant, entrepreneurial. Et puis après sur le TS en lui-même, c'était aussi une époque où le TS connaissait un vrai succès. Enfin, on est arrivé à un niveau le métier de lui-même avait suffisamment mûri et c'est commencé à s'industrialiser avec d'autres acteurs qui avaient commencé à ouvrir la voie aussi. Hein. On a d'autres cabinets, je vais pas tous les citer, mais voilà, ça bougeait sur ce segment-là. C'était porteur. Et donc j'avais envie moi c'était le bon moment pour faire la bascule de l'audit vers ces métiers-là. Alors en quoi consiste le Transaction Services? Alors c'est très varié. Transaction Services, l'idée c'est de dire on fait du support à la transaction. Donc on est dans un contexte de M&A. À la fois ça peut être à la vente, ça peut être à l'achat. Ça peut être aussi en prévision d'une transaction éventuelle. On peut aider une société à se préparer sans pour autant qu'il y ait une opération de vente immédiate, mais dans son quotidien, elle souhaite commencer à opérer en vue d'eux. Et là, on est là pour commencer à apporter je dirais une grille de lecture, une première grille de lecture. Alors, Transaction Services, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement de la due diligence pour le compte d'acheteurs ou de vendeurs. Donc, si je prends l'exemple d'une société qui va se vendre, les vendeurs vont avoir besoin de nous pour créer ce qu'on appelle un rapport de due diligence. Un rapport de due diligence, qu'est-ce que c'est? C'est un rapport d'analyse financière qui va venir supporter la vente, qui va s'adresser aux futurs investisseurs pour leur donner une vue 360 de l'état financier de la société. Donc, on va regarder l'historique de la société, son activité sur les dernières années, typiquement 3-4 années. On va regarder le P&L. Je vais un peu dans le détail, ça peut parler. Ouais. Donc, on va regarder comment s'est comporté la top line, l'évolution des marges, qu'est-ce qui fait que la société forme de bonnes marges ou pas. Est-ce qu'il y a eu des accidents de parcours? Pourquoi? Donc, il y a tout un tas, je dirais, une revue critique de la performance de la société à travers ses états financiers et qu'on met en dynamique pour que l'investisseur puisse à la fin se dire voilà les zones de risque que j'identifie. Là-dessus, vous m'avez rassuré et je peux former mon prix avec ces éléments-là. J'ai de quoi venir et vous faire une offre. Comment se passe la due diligence concrètement dans le temps? Quelles sont les grandes étapes de la réalisation de ce rapport de due diligence? Alors, c'est assez varié. Je dirais une due diligence quand tu es à la vente, il y a un gros travail parce que tu es à la vente, tu as accès directement à la société qui se vend. C'est un travail 360. Je vais y revenir après par opposition à une autre approche, mais tu es sur un travail qui se veut exhaustif. Et donc, il faut, en termes de project management, venir sur place, comprendre ce que fait la société, faire connaissance avec l'équipe en place, le management au sens large, à la fois CEO, CFO et d'autres, les équipes aussi parfois responsables de BU et autres. Et donc, il y a un premier travail de prise de connaissance de l'activité de la société, prise de connaissance et collecte d'informations chiffrées. Et pour te donner un ordre d'idée en termes de timeline, ça peut aller en sell side, on peut être sur du 5-6 semaines, sur des sociétés simples, au double. Ça peut arriver. Et les process s'étirent aussi en fonction c'est toujours pareil, c'est en fonction aussi de l'état du marché, l'appétit des investisseurs. On peut nous demander d'aller moins loin dans le travail parce que voilà, souvent sur les actifs aussi de très grande qualité, il y a un travail qui est fait par les investisseurs en amont d'un process. Souvent, les investisseurs surveillent, identifient les cibles et font un peu de travail en amont. Donc, ça peut arriver qu'on nous dise, il n'y a pas besoin de faire du full scope.
faites du light scope, on veut faire une transaction et on sait que les investisseurs ont besoin de telle et telle vue sur tel et tel aspect, et donc on se concentre là-dessus. Et alors le point important, au-delà du fait de désamorcer je dirais la confusion qu'il peut y avoir entre audit et due diligence, il y a un autre aspect qui est très important, c'est qu'en due diligence, tu travailles quand même en indépendance. Quand on est mandaté par les vendeurs pour faire un travail, et c'est très important, on est indépendant. On n'est pas là pour... on fait un certain nombre d'analyses financières, notamment des ajustements sur de l'EBITDA, par exemple, qui est un des agrégats souvent utilisés pour la valorisation de la société. On nous demande de dépolluer, si tu veux, la performance financière de la société, de tout le bruit qu'il y a pu avoir ou des effets positif ou négatif. Parfois, c'est contre la volonté du vendeur. Exactement. C'est exactement le point. C'est-à-dire que le vendeur, lui, évidemment, veut maximiser son prix, donc va vouloir maximiser ses résultats et donc va vouloir qu'on présente les choses de la meilleure façon possible. Là où il faut faire attention, c'est qu'il faut que ce soit crédible. Alors, évidemment, on est là pour aider la transaction au sens où on aide le vendeur à cadencer tout ça. Mais on est là aussi pour lui dire, attention, les éléments là que vous soulevez ne sont pas des éléments qui peuvent être acceptés ou market practice. Donc, on est là aussi pour faire un peu le juge de paix entre la volonté du vendeur et ce qui peut être décemment mis sur un document vis-à-vis des investisseurs. Mais dans quelle mesure c'est vraiment facile de garder cette indépendance alors que le cabinet est quand même rémunéré par le vendeur et mandaté par le vendeur sur cette transaction? Absolument. Il y a un aspect important, c'est qu'on émet techniquement une reliance. Une reliance, c'est quoi? C'est encore des termes anglophones. Une duty of care. Duty of care, c'est-à-dire que tu garantis au futur acheteur que tu as fait ton travail dans les règles de l'art et avec éthique. Et par ailleurs, on a une marque à défendre nous-mêmes en tant que professionnels qui fait que on connaît tous les scandales qu'il y a pu avoir sur certains cabinets de conseil. On est là aussi pour durer. Le cabinet engage sa responsabilité, sa crédibilité quand il produit et signe un rapport de VDD. Tout à fait, absolument. Donc, rien que par rapport à ça, et puis même après, vis-à-vis de la communauté financière, puisque tout le monde se recroise à un moment donné. Si tu veux, il y a quand même une confiance au-delà de ce qu'on signe et ce qu'il y a dans les papiers. Il y a être un bon professionnel, c'est savoir aussi ne pas franchir certaines lignes. Alors, sans donner de nom, évidemment, il y a déjà eu des moments de tension depuis que tu exerces ce métier entre toi et un de tes clients? Je pense rarement. Honnêtement, rarement, parce que je pense que ça se sent assez vite quand on commence les discussions. Je pense notre rôle aussi, c'est de très très vite définir et tempérer les expectations, enfin les attentes du client. Et le client sait aussi, voit si, où est-ce qu'il peut pousser. Donc, j'ai eu la chance d'avoir toujours des demandes, mais qu'on a réussi on a eu des clients qu'on a réussi à ramener à la raison par les explications. Il faut savoir être un peu diplomate et didactique, et généralement les gens sont assez raisonnables. Alors, tu as réalisé plusieurs dizaines de projets de due diligence depuis que tu as débuté ce métier du TS, à la fois pour des corporates et pour des fonds d'investissement. Peux-tu nous partager une mission de due diligence particulièrement marquante? Alors, oui, il y en a une qui m'a emmené aux États-Unis avant que je sois expatrié aux États-Unis. Alors, évidemment, je pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais c'était une mission pour un grand corporate qui négociait avec un autre grand corporate aux États-Unis. Et donc, on était à New York chez les avocats pour négocier les termes. C'est assez rare qu'on soit amené comme ça. Si tu veux, il y a eu une négociation qui a duré presque 10 jours sur place à New York. Donc, il faut t'imaginer quand tu as 6-7 ans d'expérience et tu te retrouves à New York dans un cabinet d'avocats avec 40 personnes dans une salle pour négocier dans des sessions assez musclées. C'était très, très, très intéressant, très marquant. Et donc, c'était pas tellement sur la technique en lui-même, c'était plutôt le contexte associé à cette mission, avec beaucoup de politique et de stratégie, et de souvenirs assez croustillants sur une espèce de mise en scène, si tu veux, générale, parce qu'il y a à la fin le M&A, c'est aussi de la négo. Et donc c'est assez impressionnant. Assez impressionnant, effectivement, et j'en garde un très bon souvenir.
Alors, tu en as parlé, tu as travaillé aux États-Unis, tu as fait une rotation de 5 ans à Miami. Alors d'abord, pourquoi cette rotation? Ensuite, comment s'est-elle passée? Et enfin, quelles sont les particularités du travail aux États-Unis par rapport à la France en termes de mission, d'ambiance de travail ou de culture? Alors pourquoi les États-Unis? Moi j'ai toujours aimé les États-Unis, hein. Alors j'ai été de la génération qui était sûrement babysittée avec tous les sitcoms qu'on connaît et puis tout le rêve américain. Ça m'a quand même marqué. Et puis ce qui s'est passé, alors pour la petite anecdote en fait, avec mon épouse, on était en train de créer en parallèle, on avait un business on the side dans le textile. On allait prendre notre premier emplacement. Le vendeur en question m'a fait faux bond. Et donc il m'appelle le mardi soir pour me dire non, ça va pas, votre offre est trop basse. Donc lui il partait en retraite, il voulait un certain prix. Je pouvais pas m'aligner. Il m'a dit mais on peut pas faire l'affaire. Donc là, moi à cette époque-là, on a mis quand même beaucoup sur la table on a créé la boîte, etc. Le fait de prendre notre premier emplacement, c'était une suite, mais on avait déjà travaillé pas mal, on avait investi beaucoup. Et donc le mardi soir, je comprends que l'affaire est finie. Et le jeudi matin, j'ai un appel d'un de mes associés, enfin d'un associé à l'époque, auquel j'avais parlé au détour d'un café de mon intérêt pour les US. Et puis il m'appelle le jeudi matin, il me dit Cédric, tiens, je cherche quelqu'un avec moi. Lui, il était déjà à Miami. Je cherche quelqu'un pour m'épauler. Est-ce que tu veux venir? Donc, si tu veux, à 48 heures de ce qui m'était arrivé. De signaux. Ouais, je me suis dit, bon, écoute, il y a peut-être un truc là, on va peut-être y aller. Et donc, j'ai saisi l'opportunité. Et alors, pourquoi les États-Unis? Parce que quand on fait nos métiers, les États-Unis, ça reste quand même la première économie, je dirais, dans le corporate finance ou de la finance en général, montre la direction. Donc j'avais envie de voir effectivement comment travaillaient les Américains, surtout des gros cabinets comme les nôtres. Donc j'étais chez Deloitte à l'époque, et puis il y avait le côté un peu exaltant. Miami, pouvoir faire de la finance à Miami, c'était pas donné. Et surtout que finalement, on était quand même rattaché à New York. Donc, on avait de très belles missions. Et puis, j'étais sur un corridor où on conseillait, c'était essentiellement les grands corporates du CAC 40, qui faisaient leurs opérations, parce que les fonds de private equity, quelques gros ont leur bureau aux États-Unis, mais globalement, il y a quand même un footprint qui est très ciblé géographiquement. Les fonds européens restent en Europe globalement. Il y a que les Américains qui viennent un petit peu en Europe faire leurs courses, mais globalement, il y a quand même un aspect géographique important. Donc, c'était plutôt les grands corporates. Et donc j'étais sur un corridor où je me mettais à travailler avec des Dredd, des Dassault Systèmes, on avait du Safran, du Thales, du Danone, donc c'était assez exaltant. Et puis tu te retrouves au milieu d'Américains. Quand je faisais pas des dossiers franco-américains, je faisais des dossiers purement américains. Et donc là, tu travailles, tu vas dans le Midwest, tu peux aller à San Francisco. Et alors, ce dont tu te rends compte pour répondre à ta question sur les différences, c'est que les Américains sont très processés. Il y a des mémos pour tout. Toutes les actions sont mises sur le papier, découpées. Il y a un workflow. Et ça, c'est très... ça fait un peu écho aux méthodes d'audit, d'ailleurs. Mais tu as un workflow pour tout. Il y a des tâches qui sont découpées, confiées à chacun. Et donc, c'est ça qui m'a le plus frappé. C'est que nous, en tant qu'Européens ou Latins, on a tendance à être enrobés, on aime un peu la créativité, on s'arrange. Non, là-bas, c'est quand même très by the book et très processé. Ce qui leur donne une efficacité aussi qu'on n'a parfois pas chez nous. Faire simple, clair, processé. Ils découpent les difficultés. Mais ça, c'est très intéressant. Et aussi, je dirais, sur la qualité que je leur donne bien volontiers, c'est évidemment tout ce qui est marketing, présentation de soi, présentation des missions, le fait d'être exposé. Les Américains ont l'habitude d'être exposés très très jeunes, donc parler en public, parler à un client, de manière très très facile. Parce que nous, on n'a pas forcément, ça veut pas dire qu'on est moins bon, c'est juste qu'on a moins pratiqué. Et donc, ouais, je dirais que je retiendrai une chose, c'est le process. Le process et la vente. Ils sont très 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 forts là-dedans.
Alors après cette expérience américaine, une rupture intervient dans ton parcours en 2020. Tu rentres à Paris et tu rejoins Alvarez & Marsal. Nouvelle aventure. Pourquoi ce choix? Alors, si tu veux, on est dans une industrie qui est quand même assez mature. Le conseil, il y a toute forme de conseil, mais je veux dire, le conseil en transaction ou même le conseil opérationnel n'a pas été disrupté dans ses fondamentaux depuis longtemps. Et A&M, en fait, est une aventure assez inédite. C'est une famille qui a créé ce cabinet, qui est toujours aux commandes aujourd'hui avec les associés, avec une volonté très très forte de se développer, une grande ambition. Et la particularité d'A&M, c'est un alignement quasi parfait des intérêts entre les salariés, les employés, les collaborateurs et les associés. En fait, ça a été comme un ovni, si tu veux. Le modèle économique d'A&M, qui est américain avant tout, très tourné vers le mérite, c'est je dirais, méritocratie, est un élément très très important. Alors, pour te donner quelques exemples, chez nous, les collaborateurs travaillent sur les projets, font des heures sur les projets. Ils sont payés aussi en fonction de ça. C'est-à-dire que un collaborateur va faire, par exemple, 1500, 2000 heures sur une année. On va regarder combien il a généré, si tu veux, de chiffres. Et en fonction de ça, il aura une paye qui est directement corrélée là-dessus. C'est un système assez mécanique. On a des variables d'ajustement sur le qualitatif, évidemment, mais l'idée générale, c'est que on est presque associé avant l'heure. Et chaque collaborateur est maître de son parcours. Si tu souhaites travailler beaucoup, tu peux. Si tu souhaites travailler un peu moins, tu peux aussi. Donc ça, t'es le grade de junior. T'es le grade de junior. Et on est très vite tourné vers le marché. C'est-à-dire que nous, on est je dirais que c'est un cabinet qui a été créé et qui continue d'être animé par des développeurs. Ce sont des gens qui sont là pour être dans le marché, pour servir les clients et animer aussi les clients, le réseau de clients à travers les opportunités. Donc, il y a une espèce de dynamique, si tu veux, par opposition avec ce que moi j'ai connu dans les Big Four, qui malheureusement ont perdu un petit peu de leur superbe. Je ne faisais pas du tout d'action de business development avant, peut-être un an avant que je quitte Deloitte. J'étais déjà très expérimenté. Ce sont des organisations où le fait de faire du business development n'est pas mis en avant. C'est pas ce qu'on recherche. Le business rentre généralement tout seul. La marque est bien établie. Si tu es un petit peu dynamique ou tu as envie de faire des choses, c'est pas forcément l'environnement le plus propice. Et donc, A&M répondait à ça. C'était quelque chose, c'était un environnement de travail avec beaucoup d'ambition à l'échelle mondiale, avec beaucoup de moyens et des gens très brillants, tout simplement. Alors, peux-tu présenter le cabinet Alvarez & Marsal aujourd'hui? Oui, alors Alvarez & Marsal, c'est un cabinet qui a été créé donc par deux amis. Un qui était banquier chez Citi et l'autre qui était chez Cooper, qui était une ramification de PwC à l'époque, en 1983. D'abord, se sont concentrés sur plutôt les situations de distress et de retournement. Et ils ont fait leur bonhomme de chemin là-dessus pendant quelques années et ont fini par atteindre un certain succès aux États-Unis. Et puis, il y a eu ils ont continué de grossir dans l'opérationnel avec des grandes missions d'intérim CEO. Donc pour te donner quelques exemples, le découpage si on peut l'appeler comme ça, d'Anderson à l'époque, c'est A&M qui l'a fait. Lehman Brothers, c'est A&M aussi qui a été nommé intérim CEO. Tu as FTX qui a été découpé aussi. Donc on a gardé comme ça ce fil rouge de grandes situations de distress. Mais il y a 20 ans, ils ont décidé de bifurquer aussi vers le conseil financier. Donc si tu veux, tu te retrouvais avec un animal un peu hybride entre du conseil opérationnel, voire stratégique, parce que c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui, qui concurrençait les MBBs, McKinsey, BCG, et un concurrent des Big Four. Et donc il y a 20 ans, ils ont décidé d'aller vers ce segment-là. Et donc aujourd'hui, on est 10 000 à l'échelle mondiale. On est présent sur tous les continents. Je pense qu'on couvre quasiment l'intégralité du globe en termes de pays. On est 250 en France, à Paris.
Et donc oui, donc les grands métiers, c'est la transaction, les opérations, transformation et le restructuring. Ça reste les grands piliers de notre activité. Et on est passé en France, pour donner un exemple, on est passé de 15 personnes en 2018 à 250 aujourd'hui. On va y revenir sur cette formidable croissance d'Alvarez & Marsal en France. Avant ça, tu parlais des Big Four qui avaient perdu de leur superbe. Quelles sont aujourd'hui, selon toi, les particularités d'un cabinet comme Alvarez & Marsal par rapport aux Big Four? Je crois que c'est en termes d'exigence. Je pense que il y a eu une exigence à l'époque chez les Big Four où effectivement les écoles de rang A, pour essayer de parler un peu à ton audience aussi, les écoles de rang A étaient visées. Je sais pas si aujourd'hui c'est toujours le cas, ou même si elles sont visées, est-ce qu'elles recrutent vraiment? Je suis pas sûr. Le métier d'auditeur, malheureusement, a subi un petit désaveu. Parce que nécessairement ça paye moins, parce que ça se valorise moins, et donc de fait, petit à petit, d'année en année, le niveau, je pense, des collaborateurs en big a un peu baissé, et les bons ont eu tendance à essayer de trouver des organisations qui étaient capables de les payer correctement à leur juste valeur. C'est ce qui fait qu'un certain nombre aussi de cabinets concurrents se sont créés, souvent des spin-offs. On a cité un au début de l'interview, mais il y en a eu pas mal d'autres. Donc il y a eu beaucoup de mouvements. Et donc c'est ce qui fait que je pense qu'A&M, là où A&M fait la différence, c'est que nous on a une exigence très très forte par rapport au profil qu'on recrute. On a une exigence qui se poursuit dans le parcours. On est axé sur la satisfaction client. Je pense à un point qui est assez différenciant par rapport au reste je dirais, des cabinets de conseil. Et on est en recherche quasiment permanente d'efficacité. Donc l'efficacité de la manière dont on gère, nous, nos propres projets, et on promeut l'efficacité chez les clients. Donc on a tendance à approcher aussi les problèmes en appuyant très fort là où ça fait mal, et peut-être un peu moins sur le reste. Qu'est-ce qui est vraiment important? Alors tu es aujourd'hui, Cédric, Managing Director au sein d'une équipe qu'on appelle Global Transaction Advisory Group au sein du cabinet. Qu'est-ce que fait justement cette équipe chez Alvarez & Marsal? Alors c'est une équipe qui va accompagner les investisseurs à la vente ou à l'achat dans les opérations de M&A. On est là pour faire de la due diligence financière, opérationnelle, fiscale, et tout un tas de choses que je pourrais citer, mais l'idée c'est d'aider à sécuriser une transaction, rassurer les investisseurs sur les chiffres, leur permettre de comprendre la nature de l'actif, ses zones de risque, ses points forts, et donc on émet des rapports de due diligence dans le cadre de nos travaux. Et pour préciser, Alvarez & Marsal est souvent mandaté en complément d'une banque d'affaires qui conseille le vendeur ou l'acheteur sur l'aspect purement M&A. Absolument. Tu vas avoir le banquier qui va avoir le mandat de vente ou le mandat d'achat et qui va aller voir un certain nombre de conseils en strat, conseils en finance, conseils en fiscal, pour leur demander d'effectuer une due diligence. Alors tu parlais justement de due diligence à l'achat et à la vente. C'est quoi les grandes différences entre la due diligence sell side pour le vendeur et buy side pour l'acheteur? Alors il y a une vraie différence. Comme je le disais tout à l'heure, quand tu es en sell side et que tu fais ce qu'on appelle une vendor due diligence, une VDD, tu vas avoir tendance à avoir une vue 360 sur l'entreprise, et faire un rapport qui est assez exhaustif. Quand tu es en buy side, tu vas essayer de viser là où ça fait mal. Tu vas essayer de compléter. On fait ce qu'on appelle, s'il y a une VDD qui a été faite, on va faire du top-up. Donc on va essayer de venir en incrément et identifier sous forme de revue critique où est-ce que le travail a été fait, mais aurait pu être fait peut-être un peu challenger, voilà, sur certains aspects. Le collègue qui a fait la VDD. Exactement. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois les scopes sont définis avec un certain budget. Voilà, on peut critiquer, mais il y a aussi tout peut être fait dans un budget. Donc il faut aussi tenir compte de cette limite. Je dis ça parce que souvent on se dit que à chaque fois qu'on est en face d'un confrère et qu'il est de l'autre côté de la barrière, on est un peu là pour le challenger, mais
il faut aussi comprendre le setup. Je pense que c'est plus important. Quand j'ai commencé dans le métier, ce que je voyais moi, c'était qu'en Q&A, si tu veux, on se tapait dessus. Mais c'est plus l'esprit. Je dirais l'intelligence et les faits avant tout. Mais donc, pour revenir sur le schéma, tu essayes d'aller combler les trous dans la raquette. S'il y a des aspects, parfois la VDD a été faite je te dis une bêtise, il y a 3, 4, 5 mois, elle couvre, disons, tout l'exercice 2024, tu es déjà en 2025, tu vas avoir une vue du current trading, donc de la dernière performance, on va nous demander, nous, en top-up, de faire une analyse du current trading. Moi, ce que j'aime en buy-side, c'est que tu as ce côté critique. C'est toujours plus facile de critiquer que de faire, mais il faut être intelligent. En buy-side, tu te retrouves avec un rapport, si tu veux, fait par le vendeur ou la sell side, qui est souvent très complet. Et tu te dis, où sont les angles morts? C'est complet, ils ont fait le travail. Donc, il faut réfléchir. Et c'est là où il peut y avoir un petit peu de challenge et ça peut être intéressant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une VDD ou une sell side, un rapport de sell side qui sort, tu as de multiples bidders. Donc, tu as aussi mécaniquement multiples buy side qui se font. Alvarez & Marsal a connu une très forte croissance récente à Paris. Quelques éléments pour illustrer mon propos. D'une quinzaine de collaborateurs en 2018 à 250 en 2024. Donc c'est quand même une multiplication par 15 en 6 ans. Assez considérable. L'ouverture de nouvelles practices, il y a 5 nouvelles practices qui ont été ouvertes rien que pour l'année 2024. Et puis il y a un périmètre de clients qui s'élargit au fur et à mesure avec des fonds, des grands groupes, des groupes familiaux. Quels sont selon toi les facteurs clés de cette croissance? Alors je pense qu'il y a eu cette ère où on a eu beaucoup de... Et d'ailleurs c'est valable aussi pour le M&A, hein, beaucoup de l'ère des boutiques. On voit de plus en plus de boutiques de taille assez importante qui sont très successful. Donc, je pense qu'on a bénéficié aussi de cette volonté d'aller chercher ailleurs. Les MBBs et les Big Four ont souvent trusté le marché via leur marque. Je pense que les clients ont aussi été parfois un peu déçus parce que évidemment la marque est belle, mais il faut aussi regarder l'équipe. Il y a eu quand même quelques peut-être déceptions et puis la curiosité. Je pense que la curiosité a joué pour nous. Et alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous on fait pas du tout d'audit. On est un pur player du conseil. Et donc ça a attiré. On se sont dit tiens, A&M on connaît pas. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font les choses différemment? En quoi? Ça nous a permis je pense, de gagner énormément de parts de marché en proposant des approches, comme je disais tout à l'heure, tournées vers l'efficacité. Je dirais qu'on a tendance à aller un peu plus vite que les autres. Il y a un côté volonté d'aller vite, speed of execution qui est vraiment une valeur première. Il faut aller vite et frapper fort là où ça fait le plus mal, si tu veux. C'est un peu l'idée. Quels sont les principaux axes de développement d'Alvarez & Marsal dans les prochaines années? Alors géographiquement, je dirais que je pense que le Middle East est une zone qu'on va essayer de développer fortement. On a ouvert l'Australie, l'Asie-Pacifique l'année dernière. Donc en termes de géographie, je pense que c'est un peu les deux qui vont montrer la voie. Et puis en termes d'axe de développement, on a une genèse qui fait qu'on est très très fort en private equity, large cap. On a énormément historiquement de liens avec le monde du private equity et le monde du corporate, plus via les opérations, l'opérationnel, les sujets de transformation. Et on essaie justement, avec pas mal de succès ces dernières années, d'aller vers les grands corporates. Donc il y a un certain nombre de grands corporates concerts, notamment en France, et qui sont plutôt très contents de ce qu'on est capable de leur apporter. Je reviens, Cédric, à quelques questions sur le recrutement, qui est un sujet qui intéresse beaucoup évidemment notre audience. Alvarez & Marsal recrute chaque année de nombreux jeunes professionnels, à la fois en stage et en CDI. Qu'est-ce que tu recherches, toi, chez tes jeunes collaborateurs? Alors évidemment, un peu comme tout le monde, des gens brillants, intelligents, une tête bien faite. Sur le papier, souvent ça fonctionne plutôt bien. Après, je cherche je pense des collaborateurs qui sont assez adaptables, sont capables de faire face à différentes situations, que ça soit dans le setup de l'équipe,
que ça soit vis-à-vis de clients. Tu parlais de clients parfois. Est-ce que tu as eu des difficultés avec un client? Ça peut arriver. Ça commence à savoir interagir. C'est un métier où on travaille avec de l'humain constamment, en interne, en externe. Donc, une personnalité, quelqu'un qui sait s'adapter, qui sait mettre les formes, qui a une intelligence sociale. Ça, c'est très, très important. Et puis aussi quelqu'un qui a une curiosité. Je pense dans ce métier, il faut avoir une curiosité. Passer simplement les années en exécutant ce qu'on te demande, mais sans vivre la chose ou sans être passionné par les chiffres, ça va se voir au bout d'un moment. Donc on a envie d'avoir quelqu'un qui aime ce métier-là et qui, je pense, avoir un peu d'ambition. Je pense qu'on a des gens chez nous qui ont accès à une dynamique qu'on a nulle part ailleurs. Donc on veut des gens qui vont qui vont porter la flamme, j'ai envie de dire, un peu plus haut et prendre le train en marche. Comment se passe le process de recrutement dans ton équipe? Alors, pour candidater, il y a divers canaux, mais après, en termes de process, on aura un entretien avec les responsables des ressources humaines qui va nous faire un go-no-go. Et ensuite, il va y avoir une série de tests. On va avoir des cas techniques, cas Excel et cas techniques concrets. Et puis derrière, il y a un entretien ou deux avec des membres de l'équipe, puis moi-même ou un de mes associés. Quels sont tes conseils pour réussir le process de recrutement? Alors, bien se renseigner sur A&M. Ça, c'est vrai que quand j'ai eu quelques entretiens où j'avais l'impression que les personnes n'avaient même pas à consulter le site internet pour se renseigner un minimum, c'est vrai que ça fait un gros point faible. Donc, se renseigner sur la firme. Podcast maintenant. Voilà. Non, se renseigner sur la firme, se renseigner sur le métier un minimum. On ne demande pas à ce que les gens sachent le métier. Évidemment, ils vont l'apprendre chez nous. On veut sentir que les personnes ont fait leur homework vis-à-vis du métier et sont pas là par hasard. Donc, ça, c'est important. Être crédible. On en vient maintenant à la dernière partie de ce Career Insight, une dernière partie qui est traditionnelle. C'est le quiz du Career Insight avec des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de ton côté. Je vais essayer. Un mot pour définir Alvarez & Marsal. Un mot, méritocratie. La plus grande qualité pour travailler en Transaction Services. Il faut beaucoup, mais je dirais peut-être ces deux mots, esprit analytique. La question que tu aimes poser en entretien. Qu'est-ce qu'on pense de vous? La réponse que tu n'aimes absolument pas entendre en entretien. Je pense que c'est les faux défauts. Quand je demande à quelqu'un quels sont leurs défauts, parce que c'est des questions que j'aime poser, même si elles sont très classiques. Les faux défauts, ça me... La plus belle mission que tu as réalisée. Elles sont toutes belles, hein. Elles sont toutes belles. La mission la plus difficile ou le souvenir le plus difficile que tu as depuis que tu exerces ce métier. Alors, c'était pas tellement en Transaction Services. J'ai deux anecdotes. J'ai eu une mission difficile en audit. Et quand on démarre, tu me posais les questions de l'audit. T'as un exercice qu'on fait faire aux jeunes quand ils arrivent en audit. Souvent, c'est l'inventaire des stocks. Donc, tu te retrouves au mois de décembre, parce qu'il faut compter le stock à la date vraiment quasiment au 31 décembre. Et donc, je me suis retrouvé à l'époque en province, dans une boîte qui faisait de l'engrais. Et je me suis mis à compter d'immenses tas d'engrais pendant une journée. J'étais ravi. C'était pour l'anecdote. Et puis, la deuxième mission, dont je me souviens, sans rentrer dans les détails, je crois que c'était mon premier ou deuxième jour. Et je travaille toute une soirée sur un modèle. Et vers 1h du matin, mon ordinateur plante. Et je réalise que j'ai pas de backup. Et qu'on doit remettre le fichier le lendemain, je pense vers 11h. T'as fait comment? J'ai passé ma nuit à refaire le fichier. Heureusement, t'as la learning curve, donc tu refais plus vite. Mais ouais, ça, c'était un passage compliqué. Le client qui t'a le plus impressionné? Alors, à leur façon, ils m'ont un peu tous impressionné. Souvent les entrepreneurs. Je pense les entrepreneurs qui parfois n'ont aucun background financier et comprennent très très vite ce qui se passe. Donc ouais, quelques entrepreneurs que j'ai rencontrés. Mais globalement, quand on fait une transaction, ce sont des gens qui sont assez sophistiqués déjà. Donc tous impressionnants à leur façon.
une autre anecdote que tu n'as pas souvent partagée, dont tu aimerais nous parler aujourd'hui? Alors c'est un peu délicat, mais il y a eu une période où il y a eu énormément d'attaques, d'arnaques au président. Et alors j'étais avec un de mes co-bureaux qui se reconnaîtra peut-être à travers cette vidéo, mais qui travaillait sur une société qui faisait du commerce de gros. Alors on va pas donner trop de détails, mais donc des gros volumes d'achats. Et donc c'est précisément ce type de société qui est souvent attaqué, puisque en une transaction, si tu arrives à détourner une seule transaction, c'est des flux très très importants. Et il se trouve que cette société-là, sur laquelle il travaillait, avait fait l'objet d'une arnaque au président. Et donc je crois qu'on a été sur un Mali de l'ordre de 15 millions, quelque chose comme ça. Et donc c'est toujours pareil, c'est que très très vite tu te fais attaquer, et puis les fonds partent et sont dilapidés dans différents comptes, et donc c'était compliqué. On était sur une phase de préparation de transaction, et donc t'as ça qui arrive, et on en parlait un peu c'était les débuts, c'était les débuts de ce type d'arnaque. Donc ça, c'était une anecdote assez croustillante. Le conseil que tu donnerais au jeune Cédric Zana qui étudiait dans les années 2000? Travaille ton réseau. Je pense que mes premiers clients, ceux qui m'ont fait confiance, sont les anciens, des copains d'école, parfois des jeunes que j'ai rencontrés en stage. Il faut pas négliger, je dirais, toutes les personnes que vous rencontrez au cours de votre parcours peuvent être potentiellement des gens qui vont vous tendre la main à un moment donné. Je pense que j'ai pas trop mal fait, mais pas forcément aussi consciemment. Je pense que ce que je dirais aux jeunes aujourd'hui, c'est travailler votre réseau. Vous n'êtes pas obligé d'être le meilleur ami de tout le monde, mais essayez d'avoir un mot pour chacun, de garder de bonnes relations. 20 ans plus tard, vous savez jamais ce que ça peut donner. Parfois, les bonnes opportunités peuvent venir de partout, là où vous les attendez le moins. Merci Cédric. Merci à toi Guillaume. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Career Insight. Pour retrouver les précédents épisodes du Career Insight, mais aussi de notre autre podcast, Chose au Career, rendez-vous sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn, Instagram et TikTok pour être au courant de l'actualité de ces métiers et à vous abonner à la plateforme Training You si vous cherchez un stage ou CDI pour booster votre préparation.